Quoi de neuf en histoire se met à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024 et vous propose une série spéciale consacrée au sport. Nous avons invité les contributeurs de l'ouvrage collectif Une histoire globale des sports olympiques, paru aux éditions Atlante, afin de retracer la trajectoire olympique des disciplines sportives au programme. Bon visionnage, bonne écoute et bon jeu. Bonjour, je m'appelle Florence Carpentier, je suis maîtresse de conférence à l'Université de Rouen-Normandie. J'ai écrit le chapitre sur le volley-ball dans l'ouvrage intitulé « Histoire globale des sports olympiques ». Alors en tant qu'historienne, je suis spécialiste des Jeux olympiques et du CIO, et j'ai été aussi il y a quelques années joueuse de volley-ball. Et pourtant, j'avoue que je ne connaissais pas du tout l'histoire de ce sport, ni des conditions originales de son intégration dans le programme olympique à partir de 1964 à Tokyo. Tout d'abord, il faut dire que la diffusion mondiale du volley-ball n'est pas commune. Car si ce sport est inventé en 1895 de toutes pièces par des Américains protestants au sein des YMCA, comme le basketball, il devient quelques dizaines d'années plus tard, par le jeu rusé et espiègle des transferts culturels et des relations dominées-dominants, un des sports les plus populaires du RSS et du bloc soviétique. On est alors en pleine guerre froide. La Fédération internationale de volley-ball est créée juste après-guerre, à Paris en 1947, mais se trouve largement gouvernée de l'intérieur par les communistes. D'ailleurs, dès les premiers championnats du monde, organisés en 1949 pour les hommes et en 1952 pour les femmes, ce sont les équipes soviétiques qui s'imposent sur toutes les autres. D'un autre côté, le Comité international olympique est dirigé depuis longtemps par des hommes, issus d'élites sociales largement anticommunistes, qui ont élu comme président en 1952 un milliardaire américain du nom d'Avery Brundage. 1952, les Jeux ont lieu en Finlande, à Helsinki, et c'est aussi le moment où l'URSS participe pour la première fois. Et cela marque le début d'une guerre froide olympique, c'est-à-dire d'une lutte symbolique entre les deux puissances, relayée par les médias du monde entier. Gagner le plus grand nombre de médailles devient un enjeu, que les soviétiques vont particulièrement bien maîtriser. Dès les années 50, ils misent sur des sports et des épreuves délaissés par les Américains, et ne vont avoir de cesse, avec le soutien de leurs alliés, de réclamer de nouveaux sports et de nouvelles épreuves dans lesquelles ils excellent évidemment. Le volley-ball participe de cette stratégie. Tous les ans, lors de l'Assemblée générale du CIO, la question de la composition du programme olympique est débattue. Et à partir de 1952, le volley est systématiquement proposé chaque année, pour les hommes et pour les femmes, ce qui représente un double effort pour les dirigeants olympiques, globalement opposés à l'entrée des femmes dans tous les sports. Chaque année, le président américain, Avery Brundage, tente de gagner du temps et repousse à l'année suivante la décision. Le temps peut-être de laisser les Américains progresser en volley-ball. L'admission est finalement votée en 1961, mais a failli être annulée dès l'année suivante, après la crise des missiles de Cuba, moment le plus tendu de la guerre froide, où la bombe nucléaire a failli être utilisée. Finalement, le volley-ball devient olympique aux Jeux de Tokyo en 1964 et il est le premier sport collectif ouvert aux hommes et aux femmes. De Tokyo aux Jeux de Séoul en 1988, c'est-à-dire les derniers avant l'éclatement de l'URSS, les deux équipes soviétiques montent systématiquement sur le podium olympique. Elles obtiennent 3 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze pour les hommes, 5 d'or et 2 de bronze pour les femmes. Ces podiums contribuent presque tous les 4 ans à porter l'Union soviétique au premier rang des nations olympiques devant les États-Unis. Alors si aujourd'hui la Russie reste toujours un pays de volley-ball, dans les années 80, une page se tourne dans un nouveau contexte géopolitique et sportif. Désormais, les médailles olympiques de volley-ball changent de main. Les États-Unis et le Brésil pour les hommes, la Chine pour les femmes deviennent les leaders, mais aussi Cuba ou l'Italie sont connus pour avoir passé de belles heures sur le terrain. Depuis les années 80, l'avènement de la télévision et du sponsoring a aussi eu un impact sur les règlements de nombreux sports, sommés par le CIO de devenir plus télégéniques. C'est ainsi que le volley-ball a accepté de changer ses propres règles pour maîtriser la durée des matchs, qui était trop longue jusque-là, mais aussi avoir des échanges plus longs et pouvoir intercaler des pages publicitaires à chacun des 2 temps morts obligatoires par set. Enfin, il faut aussi parler du beach volley, qui entre au programme olympique à partir de 1996. Le volley-ball est ainsi le premier sport collectif à proposer 2 épreuves.
Cette version du volley, synonyme de vacances au soleil, donne un coup de jeune à l'image de ce sport déjà centenaire et a l'avantage d'être, lui, particulièrement télégénique. Les bikinis imposés aux joueuses y sont pour quelque chose et le CIO en a bien conscience. Voilà, j'espère vous avoir encouragé à regarder ce sport autrement et à en connaître davantage sur son histoire passionnante. Et n'hésitez pas à regarder le très beau documentaire de Julien Faro sur la fabuleuse équipe japonaise de 1964, celle que les médias appelaient les sorcières de l'Orient. C'est aussi l'occasion de remettre le nez dans les mangas qui ont suivi et qui ont bercé notre enfance, comme Smash ou le fameux Jeanne et Serge. Merci et au revoir.